Adrian Reynolds est née le 12 septembre 1988 à El Dorado, dans l'Arkansas. Elle réside à Kilgore, une petite ville d'environ 11 000 habitants au Texas. Elle est la fille de Caroline Franco et a été adoptée par Tony Reynolds. Tony Reynolds était à l'origine marié avec la grand-mère maternelle d'Adrian, Beverly. Quoi? Le père qui sortait avec la grand-mère et qui finit par adopter sa fille? What? Pas très clair cette histoire. Alors je sais pas si je me suis perdu, mais c'est un peu bizarre tout ça. Bref. Tony a décidé d'adopter la jeune fille à cette époque, car Caroline, la mère d'Adrian, était très jeune lors de sa naissance. Elle aurait vécu quelque temps chez eux avant de retourner auprès de sa mère. Le mariage entre Tony et Beverly ne dure pas, et Tony se remarie ensuite avec Joanne. Ici, je vous avoue que c'est l'une des premières fois où c'est un fucking bourbier dès le départ. On a du mal à cerner la relation entre le père, la mère et la grand-mère d'Adrian. Mais je me devais de vous en parler et de nous mettre dans le contexte parce que c'était plutôt important. Et concernant les métiers des parents de la jeune fille, eh bien il n'y a aucune info à ce sujet. Enfin bref, reprenons et on se concentre. Adrian vit avec sa mère et son beau-père jusqu'au début de son adolescence. Caroline décrit sa fille comme timide et calme, mais s'ouvre facilement quand elle connaît la personne. La jeune fille est passionnée de chant, et ça lui arrivait de chanter lors de certaines occasions, comme des réunions de famille par exemple. Elle avait un talent avec sa voix, tellement beau que ses professeurs ont affirmé qu'elle pouvait faire pleurer ceux qui l'écoutaient. Moi aussi je peux faire pleurer ceux qui m'écoutent, mais pas de la même manière. Plutôt dans la catégorie souffrance. Bref, mais malgré toutes les belles choses qu'on peut dire sur elle, son comportement n'a pas toujours été irréprochable. À 12 ans, Adrian a souffert d'un éclatement de l'appendice. Ouh, mais c'est horrible. J'imagine trop le truc dans ma tête. Non, faut pas que j'imagine en fait. Cette situation l'a malheureusement freinée dans ses études, et le retard accumulé n'a pas pu être rattrapé. Elle a eu par la suite de mauvaises fréquentations, avec qui elle adorait traîner tard, causant par la même occasion une grosse mésentente avec sa mère. Adrian a commencé à fumer de l'herbe et a également été en centre de désintoxication avant d'aller vivre à East Moline. L'adolescente aurait également subi de la maltraitance de la part de son beau-père, ce qui a forgé son comportement, la rendant plus difficile. À cette période, elle se faisait du mal et s'infligeait elle-même des blessures au corps. C'est dire à quel point elle se sentait mal. Son attitude générale pousse sa mère à réfléchir sur la possibilité d'envoyer Adrian vivre chez son père. En novembre 2004, elle emménage à East Moline, une ville de 20 000 habitants en Illinois. Là-bas, elle est chez Tony et sa belle-mère Joanne. Elle est à plus de 1300 km de son ancien domicile. Ils sont très heureux de l'accueillir chez elle, et la jeune femme semble décider de mener à bien ses études, même si ce changement de vie n'est pas de tout repos. Adrian souhaiterait entrer dans le corps des Marines des États-Unis et obtenir son diplôme qui lui permettrait d'accéder à ce domaine. Elle trouve alors un emploi à temps partiel dans un restaurant, afin de gagner des sous juste après les cours. Elle va entrer au Black Hawk College Center à l'automne 2005 dans l'espoir d'obtenir son GED. En gros, le GED, c'est un diplôme de fin d'études un peu comparable au bac en France. Il s'agit d'un lycée alternatif pour les adolescents ayant rencontré une scolarité difficile, à l'instar d'Adrian. Par le biais de cette école, la jeune fille lie de nouvelles amitiés et fait la connaissance notamment de Cory Gregory et de Sarah Kolb. Et pour info, le prénom Cory est masculin ici, chose que je ne savais pas. Donc c'est juste pour vous informer. Maintenant, je vous propose d'en savoir un peu plus sur ces deux nouveaux amis. Sarah Kolb est née le 23 avril 1988 et elle réside avec sa mère et son beau-père à Milan, en Illinois. Cory Gregory, quant à lui, est né le 2 novembre 1987. Ils ont respectivement 16 et 17 ans au moment de notre histoire. Sarah est une adolescente brune qui arbore un style gothique et qui est populaire au sein de l'école. Elle est surnommée par des camarades The Queen of the Freaks, ce qu'on pourrait traduire par la reine des monstres. Pas très gentil dit comme ça. Il n'est pas évident de cerner la jeune fille, qui aurait prétendu avoir été abusée dans son enfance. Toutefois, elle est réputée pour ses mensonges, comme si elle souhaitait qu'on lui porte un peu plus d'attention. L'adolescente s'est également mutilée, ce qui a été un moteur de renvoi de son ancien lycée. Elle a été victime d'harcèlement et d'agression lors de sa scolarité. Sarah est bisexuelle et s'intéresse à la nouvelle arrivante. Cory et Sarah sont amis depuis qu'ils se sont rencontrés dans leur école. Ils ont d'ailleurs entretenu une relation amoureuse avant que l'adolescente y mette un terme. La relation n'engageait pas Sarah et Cory de la même manière, les sentiments du jeune garçon n'étant pas réciproques. Sarah a un petit copain, Sean McKittrick,
Quant à lui, Cory est décrit comme timide et peu bavard par son entourage. Il est toujours amoureux de Sarah et lui est dévoué, au point d'être assimilé à un petit chien à sa botte et capable de tout faire pour elle. Les adolescents sont inséparables et se retrouvent dans leurs goûts musicaux. Ils se complètent parfaitement. Ils séchaient souvent les cours pour écouter de la musique et fumer de l'herbe. Ils sont tous les deux des jugalos. Et qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Je vais vous expliquer. C'est un terme utilisé afin de réunir les fans du groupe Insane Clown Posse. Le groupe va sortir un titre du nom de Jugla en 1992. Le terme jugalo sera utilisé que bien plus tard, vers la fin des années 1990, afin de décrire la communauté entourant le groupe. Ils ont leurs propres codes, caractéristiques et façons de s'habiller. Et les jugalos sont vus comme des clowns gothiques, utilisant du maquillage noir et blanc. Ils apprécient le rap hardcore, l'horrorcore, dont les membres de Insane Clown Posse ont adopté le style de musique. Les trois adolescents commencent à se côtoyer grâce à cette passion commune pour la culture jugalo, et à partir de là, une étrange dynamique se met en place. Si Sarah semble intéressée par Adrian, celle-ci souhaite plutôt expérimenter une nouvelle approche de sa sexualité sans renier son attirance pour les garçons. Sarah et Adrian passent beaucoup de temps à discuter au téléphone et aussi par SMS. Adrian entretient d'étroits rapports avec Sarah et Cory, n'hésitant pas à flirter avec ce dernier. En apprenant cette situation, Sarah est prise de jalousie. Elle voyait d'un mauvais œil cette amitié naissante entre Cory et Adrian. Sarah ne voulait partager avec personne, il en était hors de question. Ça la rendait folle et jalouse de voir ça. Et en réalité, Adrian souhaite bien plus qu'une relation amicale avec Cory, ce que Sarah découvrira par la suite. Elle qui aurait bien voulu sortir avec Adrian, elle ne souhaite pas que son ami lui soit pris par la nouvelle. Sarah se rend compte de l'attention que portent les garçons à Adrian, ce qu'elle n'accepte pas non plus. Elle a pendant un temps négligé Cory afin de se rapprocher de sa nouvelle amie, dans l'intention que le statut de leur relation évolue dans le sens romantique du terme. Adrian envoie un mot à Cory, lui exprimant l'envie de sortir avec lui. Celui-ci fera part de ce message à Sarah, et autant vous dire qu'elle était folle de rage. L'adolescente était totalement hors d'elle, en colère. Sa propre attirance pour Adrian se transforme progressivement en jalousie, et même en haine. Et tout ça effaçait les sentiments qu'elle avait pu ressentir à son égard. Cory était toujours attaché à elle et semble prendre son parti. En décembre 2004, une violente dispute a eu lieu entre les deux adolescentes après l'école. Les liens vont se rompre pendant quelques temps jusqu'à qu'Adrian veuille se réconcilier. Sarah n'était pas vraiment réceptive à la démarche de celle qu'elle voyait comme une potentielle petite amie, écrivant dans son journal son intention de tuer Adrian. Si cette note apparaît comme une blague de mauvais goût aux yeux d'autres personnes, la jeune fille envisage déjà les prémices d'un plan à venir. Elle aurait déjà exprimé son intention de commettre le meurtre, sans pour autant être prise au sérieux. Adrian était même au courant de cette envie de son ancien ami, l'ayant par ailleurs interrogé afin de savoir pour quelle raison Sarah souhaitait sa mort. Tony, le papa d'Adrian, déclara n'avoir rencontré qu'une fois Sarah et qu'elle ne lui a pas donné une bonne impression. Son look gothique et son attitude ne l'inspiraient pas vraiment, mais l'adolescente était populaire au lycée. Adrian pouvait rencontrer et se lier d'amitié avec d'autres élèves. Peu de temps avant les faits, Jo, la belle-mère d'Adrian, indiquera d'ailleurs que l'adolescente commençait à avoir peur de Sarah. Elle avait peur de certaines réactions qu'elle pouvait avoir envers elle. Déjà à ce stade, ça sentait vraiment pas bon. On a beaucoup de signes alarmants qui montrent que ça va vite tourner au drame. Enfin bon, découvrons la suite, mais ça s'annonce vraiment pas bon. Le 21 janvier 2005, Adrian, qui devait commencer son service à 17h ce jour-là, ne se présente pas au Checkers restaurant où elle travaille. Ses parents trouvaient la situation un peu louche. Joanne ne l'a pas vu rentrer à la maison après les cours, pour se changer. Tony et son épouse se seraient rendus sur le lieu de travail de la jeune fille sans la retrouver. Ils débutent alors des recherches de leur côté. Ils contactent toute personne susceptible d'avoir croisé leur fille. Mais ce sera sans succès. Le père d'Adrian reporte sa disparition à la police. Un vaste dispositif pour la retrouver est alors mis en place. Tony dira qu'il pensait que sa fille était restée avec des amis sans le prévenir. Il admettra avoir ressenti de la colère à ce propos, le fait qu'elle ne le prévienne pas. Mais le père de famille est tout de même inquiet.
Adriane vivait sous son toit depuis seulement 2 mois et elle n'avait qu'une poignée d'amis. La police de l'État de l'Illinois ainsi qu'un groupe vont s'assurer de la sécurité en ville en apportant leur aide à la police de East Moline. Les recherches débutent afin de trouver les indices pouvant mener à la jeune fille. Au départ, les autorités suspectent une fugue, mais ce motif est rapidement écarté quand on découvre que la jeune fille n'a pas emporté d'affaires avec elle. L'adolescente n'est pas non plus allée chercher sa paye à son travail, ce qui était aussi bizarre. Généralement, quand c'est le jour de paye, tout le monde est à l'affût. Ouais, tout le monde. Alors là, tu peux être sûr que tout le monde est ponctuel. Donc là, encore une fois, c'était très bizarre. Des flyers sont placés dans toute la ville par la famille afin qu'elle puisse rapidement obtenir des informations au sujet d'Adriane. Un appel anonyme dirigera les enquêteurs sur la piste d'un Taco Bell, où l'adolescente aurait été aperçue avec 2 amis. La police fera rapidement le rapprochement entre Sarah Kolb et Corey Gregory. Sarah et Corey sont immédiatement entendus par les enquêteurs. Lors de l'interrogatoire de routine de la jeune fille, elle raconte que Corey et elle ont déposé Adriane au McDonald's de la ville. Une dispute a eu lieu, mais elles se sont réconciliées en quittant la voiture. La version de Corey ici est assez similaire. Les 2 adolescents assurent ne rien avoir avec la disparition de leur ami. Mais peu de temps plus tard, Corey admettra sa culpabilité pour la première fois face à son père. Celui-ci avait décidé de questionner son fils à son tour après qu'il ait été entendu par la police. Le père a enchaîné les questions sous une grosse pression et son fils Corey a fini par craquer. Il a fini par tout révéler à son père. Corey retournera à la police et révélera qu'Adriane était morte et que Sarah et lui étaient impliqués dans le crime. Il admettra qu'il savait qu'elle avait perdu la vie, car son visage ainsi que sa bouche ont changé de couleur, prenant une teinte bleutée. Afin de prouver ses dires, l'adolescent conduit les enquêteurs chez les grands-parents de Sarah, où des membres calcinés de la disparue sont retrouvés. Le chemin se poursuivra vers une bouche d'égout, sur un site historique où la tête et les bras d'Adriane seront retrouvés dans un sac poubelle. Les restes du corps d'Adriane seront retrouvés le 25 janvier 2005, soit 4 jours après avoir été portée disparue. Ce qui est horrible ici, mes amis, c'est qu'elle n'a pas juste été tuée. Elle a été démembrée de toutes parts. C'est dire à quel point ceux qui l'ont tuée étaient complètement barjots, des grands malades. Je vous jure, ça me choquera toujours les gens qui sont capables de démembrer un corps humain. Qu'est-ce qui va se passer dans ta tête pour arriver à une telle fin? C'est complètement absurde. Maintenant, ce que je vous propose, pour mieux comprendre, c'est de retracer ce jour tragique, de vous décrire exactement tout ce qui s'est passé. Restez bien attentifs. L'après-midi du 21 janvier 2005, Corey et Sarah décident d'inviter Adriane à manger au Taco Bell. Le petit ami de Sarah, qui est également ami avec Adriane, est également de la partie. Cette dernière, toujours dans l'idée de restaurer l'amitié avec Sarah, accepte sans hésiter. Mais elle était loin de se douter de ce qui l'attendait. Là, une nouvelle scène intervient entre Sarah et Adriane un peu plus tard dans l'après-midi. Sean, le petit ami de Sarah, décide de s'en aller, quand cette dernière commence à s'en prendre à Adriane verbalement et physiquement. Alors qu'ils sont en chemin vers le fast-food, Sarah commence à frapper Adriane sur la banquette arrière. Et Corey, quant à lui, était au volant. Adriane se serait défendue avec vivacité contre les coups de Sarah. Alors que la voiture est désormais à l'arrêt, Adriane est violemment agressée à l'aide d'un bâton. Un bâton que Sarah avait emmené au préalable. Corey saute sur la banquette arrière afin de maintenir la jeune femme. Il la maintient très fortement pour que Sarah continue de s'en prendre à elle. L'adolescente qui ne parvient plus à se défendre est étranglée à mort, avec une ceinture sur la banquette arrière du véhicule. Ils étaient garés sur le parking du fast-food, là où elle a été invitée. Après le décès de la jeune fille, le duo meurtrier prend la route de la ferme des grands-parents de Sarah. Il se trouve à Aledo, à une 40aine de minutes de route de East Moline. Si l'idée était d'enterrer le corps dans un lieu isolé, les 2 complices se trouvent contraints de trouver une nouvelle solution. En effet, tout ça s'est déroulé au mois de janvier, donc le sol était très dur à cause du froid. Il était impossible pour eux de creuser un trou. Sarah et Corey tentent ensuite de mettre le feu au cadavre d'Adriane avec de l'essence afin de la faire disparaître. Cette opération prendra 6 heures environ, mais ils ne vont pas y arriver. Le lendemain, les 2 amis décident de faire appel à une tierce personne, un adolescent de 16 ans prénommé Nathan Godet, afin qu'il vienne prêter main forte. Le jeune homme a apparemment une obsession pour le sang et la cruauté envers les animaux. Le complice fait la route jusqu'à la ferme avec une scie pour s'occuper du cadavre. Sarah souhaitait que Corey aide Nathan à démembrer le cadavre, ce qu'il refusera. Le corps d'Adriane sera démembré en 7 morceaux et placé dans des sacs poubelles. Cette histoire est complètement dingue.
À quel moment il te vient à l'esprit de découper un corps humain? Bordel, je sais même pas comment le complice a pu faire tout ça. Je n'ose même pas imaginer. C'est de la pure folie. Après avoir été découpé, le corps sera ensuite dispersé dans le bois, proche de la ferme, ainsi que le site historique Black Walk de Rock Island. Après ça, comme si de rien n'était, le trio se rendra au McDonald's pour déjeuner. Et ensuite, ils déposeront les derniers restes d'Adrian dans une bouche d'égout. Voici comment s'est déroulée cette macabre journée. Et comment Adrian est morte ce jour-là. Adrian est enterré le 5 février 2005 au cimetière Riverside de Moline. Et concernant Sarah et Corey, ils sont arrêtés le 1er février 2005 pour meurtre au premier degré et dissimulation d'homicide. Malgré les révélations de Corey ainsi que la découverte du corps de la victime, les deux principaux accusés plaident non coupables. Nathan Godet, quant à lui, est dénoncé à la police par sa grand-mère. Celle-ci avait découvert une scie ensanglantée dans sa cave. Après son arrestation, Nathan décrit aux enquêteurs de quelle manière il a procédé au démembrement de la victime. Il aurait débuté par la jambe gauche, la jambe droite, aurait procédé de la même manière pour les bras, avant de terminer par la tête, puis le torse divisé en deux parties. L'adolescent plaide coupable après un arrangement avec les autorités. Il témoignera ainsi contre Sarah et Corey lors de leur procès. Le procès de Sarah Kolb est le premier à s'ouvrir le 31 octobre 2005 dans le comté de Rock Island. Il durera 2 semaines et les jurés seront incapables de se décider à l'unanimité sur la peine, après 15 heures de délibération. Un juré souhaitait l'acquittement, tandis que les 11 autres étaient en faveur de la condamnation. Attendez. À quel moment t'as un juré qui souhaitait les acquitter? Sérieusement, tu m'étonnes qu'il est seul contre 11. Alors je sais pas ce qu'il a consommé le jour du procès, mais il avait pas les idées claires. Bien sûr qu'il méritait une totale condamnation. Où va-t-on sinon? Enfin bref, le nouveau procès de Kolb débute le 6 février 2006 à Dixon. À l'issue de cette procédure, la jeune femme est condamnée à 53 ans de prison. 48 ans pour le meurtre et 5 ans pour la dissimulation du crime. Sean participera au procès et témoignera contre Sarah. Il admettra notamment les choses suivantes. J'aurais voulu l'emmener avec moi. Si j'avais su quelque chose, ce qui allait arriver, je l'aurais sorti de la voiture avec moi. Il était la 4e personne participant à la sortie au Taco Bell. Mais voyant la situation dégénérer entre Adrian et Sarah, il avait préféré retourner au lycée, ne souhaitant pas participer à ce genre de choses. Sarah aurait forcé Adrian à regarder Corey et Sean avant que ce dernier s'en aille, lui ordonnant de ne plus s'approcher d'eux. D'anciens camarades de lycée indiqueront que Sarah avait exprimé à plusieurs reprises son souhait de tuer Adrian et que cet acte ne lui faisait pas peur. Joanne, la belle-mère de la victime, va lire une lettre déchirante lors du procès, le 29 août 2006. Elle exprime les sentiments qu'elle a pu ressentir depuis la disparition d'Adrian. Et voici un extrait de la lettre. Adrian avait des rêves. Elle voulait devenir une American Idol. Elle aimait chanter. Adrian voulait devenir designer afin de réaliser des peintures détaillées sur les carrosseries de voitures. Nous planifions une fête pour sa remise de diplôme. Elle travaillait très dur afin d'obtenir son GED. Adrian rêvait de devenir Marines. Votre honneur, depuis le 21 janvier 2005. Je ne peux m'empêcher de penser à l'horreur qu'Adrian a traversée. Je pense à Adrian en train de pleurer dans la voiture. Je pense à Adrian en train de se faire étrangler. Je pense à Adrian dont le corps est en train de brûler. Je pense à sa tête et à ses bras dans ce trou. Votre honneur, quel genre de personne est capable de faire ça? Votre honneur, Sarah a demandé un procès équitable et elle l'a obtenu. Qu'en est-il de Sarah qui ne donne pas de procès équitable à Adrian? Elle a jugé et condamné Adrian à la peine de mort. Adrian voulait juste être son ami. Sarah ne peut pas être condamnée à la peine de mort parce que les lois la protègent. Je vous demande de lui donner le maximum parce qu'elle a été assez mauvaise pour avoir entraîné quelqu'un à découper le corps d'Adrian. Je vous demande de lui donner le maximum. Joanne décrit ensuite en plusieurs points pour quelles raisons Sarah devrait obtenir la peine maximale, dont le fait qu'elle était l'instigatrice de ce terrible plan. Les mots de cette femme sont tout simplement déchirants. Et encore, c'était juste un extrait de la lettre. Autant vous dire que la totalité est tellement triste. Il s'agit là d'un cri du cœur pour une mère qui souhaite la justice pour sa fille. Caroline Franco, la mère biologique d'Adrian, dira qu'elle essaie de ne pas haïr les personnes responsables de la mort de sa fille. Je ne peux pas les haïr, mais je n'y peux rien. Ils m'ont pris mon bébé. Je n'arrive pas à comprendre comment un enfant peut faire ça à un autre enfant. Comment un humain peut faire ça? À l'annonce de sa sentence, Sarah n'exprime aucune réaction. Sarah Kolb va lire également une lettre face à la cour. Elle assure qu'elle n'avait aucun sentiment au moment où la mort d'Adrian est intervenue.
mais qu'elle aurait pu trouver le moyen d'éviter que cela se produise. Des amis et des membres de sa famille ont témoigné pour elle, indiquant qu'ils ne la voyaient pas comme une tueuse de sang-froid. Elle était une personne attentive, apportant son soutien dans n'importe quelle situation. Toutefois, des témoignages apportés par des anciens camarades de lycée affirmeront que Sarah était en colère après avoir appris qu'Adrian avait proposé un rendez-vous à Corey. L'adolescente aurait également eu des relations sexuelles avec 2 hommes de Rock Island, ce qui n'était pas non plus du goût de Sarah. Si au départ les attentions des garçons envers Adrian débectaient Sarah, le fait d'apprendre que cela allait beaucoup plus loin l'a dégoûté. Corey Gregory plaidera coupable pour toutes les charges qui lui sont concernées, et ça évitera pour lui de passer par la case procès. Il sera à son tour condamné le 10 juillet 2006 à 45 ans de prison. 40 ans pour le meurtre et 5 ans pour la dissimulation d'homicide. Nathan Godet sera accusé de dissimulation pour avoir aidé au démembrement du corps d'Adrian. Le jeune homme plaide coupable et sera condamné à 5 ans de détention dans un centre juvénile. Il sera libéré le 11 novembre 2008 après avoir passé 4 ans derrière les barreaux. Et pour info, Nathan va décéder d'un accident de voiture. Il va mourir peu de temps après, le 16 avril 2012, dans l'état de l'Indiana. La famille d'Adrian indiquera qu'elle n'était pas satisfaite des sentences appliquées pour les 2 principaux accusés. Beaucoup auraient voulu une condamnation à vie. Sarah est aujourd'hui âgée de 35 ans et purge toujours sa peine. Dernièrement, elle se trouve au centre correctionnel Logan dans l'Illinois. Elle ne pourra pas sortir de prison avant 2058. Elle aura alors 70 ans. Sarah a fait appel de sa sentence en janvier 2003, mais sa demande a été rejetée. Corey, quant à lui, a indiqué en 2022 s'identifier comme une femme et s'appelait désormais Harley Quinn. Elle est également âgée de 35 ans et toujours emprisonnée. Harley tentera d'obtenir une réduction de peine, du fait qu'elle indiquera que son discernement était altéré en raison de son jeune âge. Cette excuse ne convaincra pas la justice américaine, et la peine ne changera pas. Elle était au départ détenue au centre correctionnel de Menard, et aurait également été transférée à celui de Stateville, ayant accueilli par le passé John Wayne Gacy et Richard Speck. Si Sarah n'exprime aucun réel remords au tribunal, et si la lettre lue après le verdict du 2e procès n'aura pas vraiment convaincu la famille de la victime, Harley, anciennement Corey, indiquera son souhait de revenir en arrière, même si cela ne ramènera pas Adrian. Du côté de la famille d'Adrian, Tony et Joanne Reynolds feront une donation. Ils vont faire un don à l'établissement scolaire de l'adolescente en 2019. La famille a levé des milliers de dollars de fonds pour aider des étudiants à régler leurs frais de scolarité. Ils permettent ainsi à de nombreux élèves de mener à bien leurs études. Et franchement, je trouve ça magnifique de leur part. Je trouve que c'est super beau de faire ça et c'est un très bel hommage pour Adrian. Ils ont pu, malgré l'horreur de leur vécu, faire le bien autour d'eux à leur manière, en mémoire d'Adrian. Ici, j'aimerais revenir sur la relation complexe qu'entretenaient les 3 adolescents avant les faits. Nous avons tout d'abord une jeune fille, Sarah, qui est très protectrice envers son meilleur ami Corey, au point de vouloir le garder pour lui alors qu'elle-même, elle avait son petit ami. Corey est amoureux de Sarah et fait tout pour la satisfaire. Chaque occasion est bonne pour lui prouver sa dévotion. Il se contente de rester dans son ombre en espérant que les sentiments qu'il éprouve deviennent réciproques. L'arrivée d'Adrian bouleverse le duo de façon drastique. Sarah est instantanément attirée par elle et les 2 adolescentes entretiennent leur relation au-delà du lycée. Adrian est une personne plutôt sociable, discute avec Corey en parallèle, mais souhaite également lier d'autres amitiés au sein de son nouvel environnement. Malheureusement, l'intérêt un peu plus romantique qu'elle portait envers Sarah n'était pas celui que celle-ci espérait. Adrian, comme pas mal d'adolescents avant elle, se questionne sur sa sexualité. Elle sait qu'elle est attirée par les garçons, mais elle souhaite également faire sa propre expérience. Sarah est le noyau fort du groupe que formaient les adolescents. La jeune fille a un ascendant sur son entourage, décidant de faire ou défaire les amitiés comme bon lui semble. Elle est populaire et décrite comme une reine au sein de l'établissement scolaire qu'elle fréquente. Sarah a un petit ami dont elle ne semble pas en mal d'amour, et Corey la suit dans tout ce qu'elle fait sans broncher. Elle a une vie normale, bien qu'elle ait rencontré des difficultés sur le plan scolaire et qu'elle consomme des drogues douces. Ici, on ne sait pas vraiment quels étaient les sentiments de Corey envers Adrian. Il semblait apprécier l'adolescente, mais nous ne sommes pas en capacité de décrire s'il éprouvait une quelconque attirance pour elle autre qu'amicale. Son amour pour Sarah l'a guidée dans les faits. Adrian était une jeune fille qui venait de débarquer dans une nouvelle ville. Elle souhaitait juste repartir à zéro. Elle avait le désir d'obtenir son diplôme et de rentrer dans les Marines par la suite. L'adolescente avait trouvé un travail de serveuse dans un restaurant, prouvant ainsi son désir d'aller de l'avant et de se montrer indépendante.
Ses anciens démons doivent rester derrière elle, mais elle ne savait pas qu'en se liant à Sarah Kolb et à Corey Gregory, son destin allait prendre un funeste chemin. Ce que l'on comprend après les faits, c'est qu'Adrian n'avait non seulement pas le droit d'avoir sa propre vie, de plaire ou de sortir avec des garçons, encore moins avec Corey. Sarah souhaitait qu'une réelle relation amoureuse naisse entre les deux jeunes filles. Si Adrian ne voulait pas d'elle, elle n'avait pas le droit d'aller voir ailleurs, et elle devait donc disparaître. Le 18 novembre 2006, une femme nommée Paula Dont est en train d'étendre son linge dans son jardin. Elle habite dans la commune d'Oplabeck, à la frontière néerlandaise. Soudain, elle entend un gros bruit et elle sent la terre résonner sous ses pieds. Elle se précipite donc dans le fond de son jardin, là d'où provenait le bruit. Mais là, elle ne voit qu'une sorte de grand tissu blanc, comme un grand drap. La femme s'approche alors et elle voit des jambes en dépassé. En réalité, il s'agit d'un parachute. Il y a un petit aérodrome non loin, et elle a l'habitude de voir des parachutistes s'y entraîner. En soulevant alors la toile, elle découvre une femme, et c'est là qu'elle voit un filet de sang couler de ses lèvres. Elle se précipite alors pour appeler les pompiers et les gendarmes. Ils arrivent sur place peu de temps après. Ils tentent de la réanimer, mais malheureusement sans résultat. La parachutiste est morte. Tandis que les gendarmes et les pompiers sont encore dans le jardin, un homme arrive paniqué. L'homme est costaud, en combinaison de parachute, et indique connaître la victime. Il affirme: « Elle a fait plus de 2000 sauts, c'est une parachutiste très expérimentée. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. » Les gendarmes lui demandent alors l'identité de cette femme. Il leur répond qu'il s'agit de Els Van Doren. Van Doren, épouse de Jan de Wilde, bijoutier d'Anvers et mère de 2 beaux enfants, est une parachutiste aguerrie. Elle est très épanouie dans sa vie de famille. Elle travaille la semaine dans la bijouterie familiale. Souvent le week-end, elle s'échappe pour profiter de sa passion. Le fonctionnement du couple Van Doren et Jan est un peu particulier. Ils passent la semaine ensemble et le week-end, chacun vaque à ses occupations. C'est pourquoi il arrive très régulièrement que Van Doren découche le week-end et aille dormir au club de parachutisme pour s'entraîner. Ce qui ne dérange pas du tout Jan. Lui, de son côté, il en profite pour s'adonner à la sculpture et à la restauration de montres anciennes. Tout était en effet réglé pour que leurs 2 enfants soient pris en charge par leurs grands-parents. Donc comme ça, chacun pouvait s'adonner à sa passion. Vous en pensez quoi de ce fonctionnement de couple? C'est une très bonne question, je trouve. Est-ce que pour vous en couple, on doit tout faire absolument tout le temps à 2, ou on peut avoir chacun notre bulle et faire notre passion chacun de notre côté? J'aimerais bien avoir votre avis, je suis curieux. Bref, au club, Van Doren a un groupe d'amis avec lesquels elle pratique le parachutisme. Il y a Marcel, 41 ans, professeur de parachute dans la petite ville de Zwartberg. Il s'agit d'un homme doué et charismatique. Il y a aussi son ami Els Klotmans, surnommé Babs, et c'est ainsi qu'on la nommera pour la suite. C'est une institutrice flamande de 22 ans et parachutiste amatrice. Le 18 novembre 2006, 12 parachutistes montent à bord d'un Cessna 208. Parmi eux, Babs, Van Doren et Marcel Sommers. Ce jour-là, c'était la figure Atmonoti qui était prévue. Et attendez, parce que moi aussi, avant ça, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Dit comme ça, on dirait un sortilège dans Harry Potter. Atmonoti! Ok, j'arrête mes bêtises et je vous dis tout de suite de quoi il s'agit. Voldemort approche. Atmonoti! Je suis vraiment un enfant, bordel. Allez, je reprends. Il s'agit d'une étoile humaine où avec un 4e équipier Tom, ils se tiendront par les mains et les pieds. À 4000 mètres, les voilà prêts. La caméra de Van Doren est déclenchée à la porte de l'avion, juste avant le saut. L'ambiance est joyeuse et elle filme ses coéquipiers. Les 3 premiers s'élancent, mais Babs saute de l'avion en dernière. Babs est en retard par rapport à ses compagnons, donc elle ouvre directement son parachute et reste à l'écart pour les laisser réaliser la figure à 3. Tom est en jaune, grand sourire et flottant dans les airs. Ils étaient stables quand tout à coup, on voit des saccades. La caméra est secouée dans tous les sens. Arrivé vers 1000 mètres, alors que ces derniers se séparent afin d'ouvrir leur parachute, celui de Van Doren ne se déploie pas. La pauvre s'acharne pour ouvrir son parachute, mais elle n'y arrive pas. Elle essaie alors de déployer son parachute de secours, mais celui-ci refuse à son tour de fonctionner. Ses compagnons de saut ont donc assisté impuissants à sa chute. Imaginez une seconde la chute libre de cette femme, 85 mètres par seconde, c'est terrible. Elle a donc vu la mort arriver sans pouvoir agir. Elle a dû s'y résigner. La caméra frontale de Van Doren a tout enregistré. L'avion, l'étendue bleue, le ciel, le sol, le son du vent comme un hurlement strident. Puis là, d'un coup, tout s'arrête. Le drame est filmé par une caméra GoPro équipée sur son casque. La mère de 2 enfants finit sa chute dans un jardin. Elle est morte sur le coup. Toute la chute a été filmée. Les policiers visionnent alors la vidéo.
On y voit que la mère de famille a fait preuve de calme et de sang-froid. Elle ne cède pas à la panique. Elle va essayer de tout faire pour ouvrir sa toile de secours jusqu'à ce que les images deviennent noires. Pour information, ça peut arriver qu'une toile ne s'ouvre pas, mais c'est très très rare. Et c'est justement pour ça qu'il y a une toile de secours. Il y a juste une ficelle à tirer et ça marche normalement à tous les coups. C'est pour ça que j'ai horreur des parachutes. Tu sais jamais si tu vas survivre à tout ça. Ça fait peur. Vous savez quoi? Si on atteint les 30 000 likes dans cette vidéo, je mets au défi Sahara Panda de sauter avec moi en parachute si on atteint ce nombre. Et si on atteint les 30 000 likes, c'est même pas la peine. Je vais aller la chercher et je vais sauter avec elle d'un avion, vous allez voir. Mettre au défi. Non, 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 non. Si je saute, elle saute. Je suis vraiment un fou. Bref, ce jour-là pour Van Doren, malheureusement, ça va très mal finir. Et tous ces dysfonctionnements, c'est ce qui va mettre la puce à l'oreille aux enquêteurs. Pourquoi cela n'a pas fonctionné? C'est aussi la question que se posent les policiers. A-t-elle voulu mettre fin à sa vie? Ou quelqu'un a-t-il saboté son sac? Une femme qui voulait mettre fin à ses jours aurait-elle mis autant d'énergie à ouvrir son parachute? Ça semblait bizarre. Donc cette piste est vite écartée. Surtout quand on apprend que le matin même, Van Doren a renouvelé son abonnement au centre de parachutisme en achetant 100 seaux supplémentaires. Lors des analyses, la police constate que les cordons reliant l'extracteur des parachutes ont été coupés, ce qui confirme directement la thèse d'un sabotage, donc un assassinat. Il n'y a pas d'extracteur, et sans cette pièce, le parachute ne peut pas se déployer. Selon l'expert mandaté, le sabotage est la seule piste possible. Mais alors qui aurait pu faire ça? 3 jours plus tard, on retrouve l'extracteur du sac accroché à un arbre, et c'est son ami Babs qui le retrouve non loin de la zone. Il est accroché avec un bout de tissu rouge. Les policiers sont immédiatement informés et ils remarquent qu'il a été tranché. Un second expert néerlandais est mandaté et il arrive à la même conclusion que le précédent expert. Nous avons maintenant la certitude qu'il s'agit bien d'un sabotage. Ses coéquipiers sont donc interrogés, car la personne responsable de ce sabotage est certainement quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine selon les policiers. Le premier à être interrogé, c'est Tom. Il dit qu'il connaît que très peu Van Doren et cela se vérifie. Il est alors mis hors de cause. Le second à être interrogé, c'est Babs, son amie qui a retrouvé l'extracteur, et elle fait d'étonnantes révélations aux enquêteurs. Elle va dire aux policiers les choses suivantes. On a dû vous dire qu'elle était mariée et qu'elle avait 2 enfants? Eh bien la vérité, c'est qu'elle avait une liaison. Elle indique que cet amant n'est autre que Marcel. Selon elle, son mari n'est certainement pas au courant. Personne ne connaît son mari au club, personne ne l'a jamais vu. C'est ce qu'elle va dire. Son mari a peut-être découvert la liaison, qui sait, et peut-être qu'il a eu envie de se venger. C'est les questions que tout le monde se pose. Lors de son audition, les enquêteurs ne ménagent pas Yann. Ils lui indiquent tout de suite que la mort de sa femme n'est pas un accident. Ils lui disent également que quelqu'un aurait saboté son parachute. Son mari va alors perdre complètement ses moyens. Et tu m'étonnes, déjà apprendre que ta femme est morte, c'est quelque chose, mais apprendre qu'elle a été assassinée, c'en est une autre. Les enquêteurs le questionnent alors sur la supposée liaison de sa femme. Son pauvre mari n'en revient pas. Il affirme n'être au courant de rien. La police lui avoue alors qu'il s'agit d'un certain Marcel, qui est son moniteur de vol. Yann dit qu'il ne s'est jamais douté de rien. Le pauvre mari semblait alors sincère, ou peut-être qu'il cachait bien son jeu. Les enquêteurs le questionnent. « Monsieur, vous y connaissez-vous en parachutisme ?» Yann leur répond alors que dans le passé, il avait pratiqué longtemps ce loisir. Il aurait donc assez de connaissances pour saboter le sac de sa femme. Voulant contribuer à l'enquête, il fournit également aux policiers une lettre anonyme, une lettre qu'il a reçue chez lui en janvier de la même année. Sur cette lettre, il y a 2 lignes écrites en flamand. « Van Doren, qu'es-tu en train de faire ? Pense à ton mari et tes enfants. » En découvrant cette lettre, le mari la fait également découvrir à sa femme. Lorsque Van Doren va lire le message, elle va dire à son mari que l'auteur de la lettre pouvait faire allusion au fait qu'elle consacrait trop de temps à ses loisirs le week-end et qu'elle faisait passer le parachutisme avant ses enfants. Questionné à ce sujet, son mari indique alors être convaincu par ses explications et que la plupart de son entourage ne comprenait pas son mode de vie. Donc elle aurait reçu cette lettre anonyme pour lui reprocher ses absences. À ce moment-là, est-ce que son mari a cru à ses mensonges ? Ou peut-être qu'il avait découvert la double vie de Van Doren grâce à cette lettre. Et suite à ça, il aurait pu vouloir se venger. Tellement de questions qu'on peut se poser ici, on sait plus trop où donner de la tête. Est-ce qu'il l'a cru ou est-ce qu'il cachait quelque chose ? On va le savoir par la suite. Yann de Wilde dit à la police qu'il n'avait aucune raison de saboter le parachute de sa femme. Van Doren était une femme charmante et elle l'est restée jusqu'à la fin de sa vie.
C'est ce qu'il va répéter complètement dévasté, en train de pleurer la mort de sa femme. Face au désarroi du mari, la police ne perd pas de vue son objectif et décide de jouer la transparence avec Yann. La police lui dit alors « Nous sommes désolés monsieur, mais vous êtes aussi un suspect potentiel. » Ensuite, il y a eu l'enterrement de Van Doren, où son amie Babs surgit de nulle part. Elle s'est même permis de faire un discours de mauvais goût, agrémenté de blagues douteuses et déplacées sur son ami Van Doren. Entre-temps, Babs avoue à Yann que cette liaison durait depuis plus de 5 ans et que son épouse était jalouse. Que tout le monde était au courant de la liaison au club de parachutisme. Suite à ces découvertes, Yann n'a pas invité les membres du club aux funérailles de sa femme. Après ça, Babs disparaît rapidement, le sourire aux lèvres. Pendant ce temps, l'enquête policière remonte la piste d'une déception amoureuse. À ce stade, le mari reste un suspect principal, mais voyons ce que dit l'amant. Marcel ne cherche pas à nier sa relation avec Van Doren et décide d'être totalement honnête avec les enquêteurs. Van Doren, qui était donc mariée, réussissait à s'échapper pour le retrouver. Et comme prétexte, elle disait qu'elle partait en session de free fly. Son mari lui faisait confiance et il ne s'inquiétait pas de ça. Il la laissait librement aller à ses entraînements le week-end. Pour un souci pratique, elle dormait alors au club le week-end. Mais en réalité, ce n'était qu'un prétexte. C'était devenu un vrai rituel pour les deux amoureux. Ils se retrouvaient tous les samedis soirs. Malgré le fait que Marcel soit marié de son côté, il est aveuglément amoureux de Van Doren. Et malgré ce qu'on pourrait croire, Van Doren n'était pas du tout malheureuse dans son mariage. Elle menait parfaitement une double vie. Épanouie la semaine avec son mari et ses enfants, et heureuse de retrouver son amant le week-end. Son mari ne s'est jamais rendu compte de tout ça, selon ses dires. La police apprend au cours de son enquête l'existence d'un triangle amoureux entre Van Doren, Babs et leur amant commun Marcel Sommers. Ok, c'est un véritable bourbier cette affaire. Double vie, triangle amoureux, meurtre, vengeance, waouh. Là, on est sur quelque chose de très sombre. En effet, Marcel finit par avouer aux enquêteurs que Babs ne leur avait pas tout dit au sujet de leur liaison et qu'il a aussi une relation avec elle. Il leur dit la phrase suivante. C'est même moi qui lui ai trouvé son surnom, Babs, pour que cela soit plus facile. Elles s'appelaient tous les deux Else, donc c'était pour pas les confondre. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Babs tout au long de la vidéo, pour que nous aussi, on évite de les confondre. Marcel était amoureux de Van Doren et prenait vraiment leur relation au sérieux, tandis qu'avec Babs, c'était plutôt de l'amusement. Babs a toujours su que Marcel était amoureux d'elle, et la thèse de la jalousie commence donc à être révélée. Marcel a tout appris à Babs au sujet du saut dans le vide, patiemment, en lui tenant la main, en guidant ses gestes. Babs, quant à elle, va tomber très vite sous le charme de son moniteur. Mais dès le début de leur histoire, il a été clair. Elle avait pile 20 ans de moins que lui, mais Babs voit une admiration à son amant, et elle était prête à tout accepter. En effet, Babs serait invitée à partager ses nuits du vendredi, tandis que la nuit du samedi était réservée à Van Doren. Ah ouais, c'est sombre. Le mec, il a carrément un planning vous avez compris, hein? Elle est donc sa numéro 2 dans le club. C'est Van Doren l'officiel, et Babs ne doit rien laisser filtrer de ce secret. Il vient donc de désigner Babs comme suspecte. Mais peut-être qu'il veut détourner l'attention des enquêteurs, qui sait. L'étau se resserre un peu plus autour de la jeune femme. Lorsque l'enquête révèle qu'une semaine avant le drame, le trio avait passé une nuit dans le même appartement. En effet, les policiers découvrent que Babs était chez Marcel Sommers à Eindhoven, lorsque sa rivale s'était présentée à l'improviste chez leur amant. Une présence qui n'a pas été appréciée par Babs. D'autant plus que lorsque Marcel décide de passer la nuit avec Van Doren, l'institutrice est alors contrainte de dormir sur un matelas dans le salon. Et pendant ce temps-là, Marcel et Van Doren avaient des relations dans la chambre juste à côté. Ouais, vous avez très bien entendu. Ils faisaient leurs affaires tranquillou, comme ça, sans aucune gêne. Ouais, c'est vraiment chaud. Selon Marcel, Van Doren ne se privait pas de faire du bruit et ne prêtait aucune attention à son amie qui était dans la pièce voisine. Mais ce soir-là, Van Doren avait emmené avec elle son matériel. Son sac resta donc toute la nuit aux côtés de Babs dans le salon. Donc la question qu'on peut se poser ici, a-t-elle pu se venger à ce moment précis? A-t-elle pu saboter le parachute, furieuse d'avoir été mis de côté? C'est ce que pensent les policiers. Faut imaginer un peu la scène. Babs est dans le salon, elle entend des bruits de vous savez quoi dans la chambre d'à côté. Je pense que la haine a dû grandir, mais grandir, et là, la folie l'a dépassée. Toute l'affaire tournait autour d'une histoire de triangle amoureux. Deux femmes amoureuses du même homme, leur instructeur Marcel Sommers, un parachutiste hollandais, un huis clos au club de parachutisme de Zwartberg dans la banlieue de Genk. Autre élément troublant, Marcel explique aux policiers
que 2 jours seulement après la mort de Van Doren, Babs avait débarqué dans son appartement. Elle s'était aussitôt déshabillée et souhaitait avoir des relations avec lui. Totalement sous le choc, Marcel refusa, ce qui le mène 1 mois après la mort de la parachutiste à quitter Babs. Revenons à l'enquête. Malgré les portraits de suspects qui défilent en nombre devant les autorités flamandes et le manque de preuves matérielles, Babs apparaît comme la présumée coupable. Au fil de l'enquête, une intime conviction se dessine. Alors que son mari et son amant se soumettent sans broncher au détecteur de mensonges, la jeune institutrice, elle, s'y refuse. Les enquêteurs y voient la preuve de sa culpabilité. Pour rappel, la Belgique se sert également du polygraphe, mais celui-ci n'a aucune valeur devant le tribunal. Mais pour Babs, il est impensable de s'y soumettre. Cette dernière tente alors de mettre fin à ses jours en avalant un tube de médicaments, avant d'être retrouvée inanimée par sa mère. Heureusement, après un lavage d'estomac, Babs s'en sort. Mais elle a écrit plusieurs lettres d'adieu troublantes, dont une à Marcel où elle y fait une embarrassante confession. Elle révèle alors avoir envoyé un courrier anonyme, le fameux courrier reçu par Yann. Marcel s'empresse alors de fournir cet élément aux enquêteurs. À la découverte de ce nouvel élément, Jan de Wilde est persuadé que Babs est l'assassin de sa femme. Il supporte difficilement l'intrusion de cet étrange virus dans sa vie, qui l'a accusé ainsi que sa fille de l'assassinat. Ainsi, après de longues investigations, cette dernière est inculpée et arrêtée en janvier 2007. Son procès est l'un des plus médiatisés de l'histoire au nord du pays. La Belgique est tenue en haleine par ce fait divers digne d'un roman policier. Au centre de l'affaire, 2 femmes, Babs et Van Doren. Il y a beaucoup de similitudes. Même prénom, Els pour Babs et Els pour Van Doren. Ils ont aussi la même passion pour le parachute et surtout le même amant. Van Doren est adoré du public parachutiste, mais jalousé par l'ombre de sa rivale à la vengeance mortelle. L'histoire n'est que le scénario classique d'un crime passionnel. Un homme et 2 femmes. L'une est favorite, l'autre est mise de côté. C'est un second choix, une roue de secours. Telle est la tragédie de Babs et Marcel Sommers qui ne voyaient qu'en elle une numéro 2. Van Doren était la seule et l'unique à ses yeux. La suspecte est considérée comme le vilain petit canard, et les témoignages reportés par la police contre elle ne sont pas des plus plaisants. Les doutes et les contradictions l'emportent. Elle est libérée sous caution en janvier 2008. Son procès à la cour d'assises de Tongres s'ouvre le 24 septembre 2010. Des ténors du barreau flamand s'affrontent alors devant la cour d'assises. Jeff Vermassen, avocat de Yann, face à Vic Van, défenseur de Babs. Jan de Wilde, qui fut un temps suspecté d'être l'assassin, est en larmes durant son témoignage. Il cherche régulièrement entre 2 sanglots le soutien dans le regard de son fils et de sa fille, installés à quelques mètres de lui. Et il le répète, il ne s'inquiétait pas quand sa femme partait le week-end rejoindre le club de parachutisme, là où elle disait passer la nuit de samedi à dimanche afin de pouvoir se consacrer au saut durant 2 jours. Il avait lui-même fait du parachute et c'était une pratique très répandue dans le milieu. Peu après la mort de sa femme, il a brièvement noué une relation amoureuse avec une voisine. Mais malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné. Il n'en veut toujours pas à sa défunte épouse, malgré tout ce qu'il a appris après sa mort. J'ai 2 enfants extraordinaires, avec un lien qui est devenu incroyablement fort. C'est ce qu'il a conclu avant de rechercher le réconfort dans leurs bras après son témoignage. Lors du procès, plusieurs révélations amènent à la conclusion que Babs a menti à plusieurs reprises lors des audiences face à la police. Dès le début, elle s'est précipitée vers les policiers pour leur dire qu'elle ferait une coupable idéale. Et en même temps, elle était en train de jurer son innocence. Et quand on creuse un peu plus, qui a retrouvé en haut d'un arbre une pièce manquante du parachute saboté? Hein? Dites-moi. C'est Babs. Ses coéquipiers du club de parachute qui la décrivent comme envahissante, excessive. Il y avait beaucoup trop de choses bizarres contre elle. Le mari de Van Doren se souvient qu'elle s'est imposée à l'enterrement. Babs avait insisté pour lire une note remplie de mauvaises blagues, allant jusqu'à comparer la défunte à une truie. Du côté de Marcel, il indique au sujet de la nuit dans le salon les choses suivantes. Je pense qu'elle n'était pas très heureuse d'entendre les bruits qui provenaient de la chambre quand j'étais au lit avec Van Doren. Le lendemain matin, aux aurores, Babs entre dans la chambre et, comme possédée, se jette sur le lit des amoureux. Marcel se dit alors que juste avant, elle était en train de saboter le parachute de Van Doren dans le salon. Au procès, la vidéo du saut en parachute et également des derniers instants de la vie de Van Doren sont projetés. Et ça ne va pas jouer en la faveur de Babs. Certains la soupçonnent d'être restée délibérément en arrière pour jouir du spectacle. Elle aurait sauté en retard pour profiter de la vue et voir Van Doren mourir. Si c'est le cas, c'est hyper glauque. Babs ne fait que protester de ses liens d'affection avec Van Doren, mais l'enquête a montré qu'elles se sont téléphonées 200 fois dans les 10 derniers jours. Mais malgré ça, elle continue de nier.
Elle accuse même les enquêteurs d'avoir suivi aveuglément la thèse du sabotage par dépit amoureux. Elle dit qu'il n'y a ni aveu, ni preuve matérielle, ni témoin pour l'accabler. Mais son profil joue contre elle, très mal dans sa peau, selon les psychiatres, dotée d'un QI supérieur à la moyenne. Babs est décrite comme une psychopathe narcissique, borderline, capable de mettre fin à ses jours. Fragilisée par l'absence de son père, mort quand elle avait 2 ans, Van Doren et Marcel seraient devenus ses parents de substitution. Elle souffrirait du complexe d'Electre, soit rien de moins que le désir d'éliminer la mère pour prendre sa place. En 112 heures d'interrogatoire, le jour, la nuit, réveillée plusieurs fois de suite pour être questionnée, elle n'a pourtant jamais rien avoué. Certes, elle refuse de se soumettre au détecteur de mensonges, mais elle explique que c'est parce qu'elle prend des antidépresseurs et que ça pourrait altérer son comportement. Elle a essayé plusieurs fois de mettre fin à ses jours, dont une fois après son incarcération. Alors que la jeune femme clame son innocence, le procureur réclame la réclusion à perpétuité. Mais à la fin, le 21 octobre 2010, les 12 jurés tranchent. Ils estiment qu'il n'existait pas de doute quant à la culpabilité de Babs. Les jurés ont répondu oui à la question de sa culpabilité, et également oui à celle portant sur la préméditation. Pour information, en Belgique, les jurés sont les seuls décisionnaires, et il suffit de 7 jurés sur 12 qui se mettent d'accord pour que la peine soit délivrée. Elle est donc condamnée non pas à la perpétuité comme demandé par le procureur, mais à 30 ans de prison. En l'absence de preuves matérielles, le jury populaire dit s'être fondé sur un faisceau de présomption, ne retenant comme circonstance atténuante que la personnalité fortement perturbée de l'accusé. Babs fait appel du verdict, mais sa demande est rejetée en mai 2011. Elle forme un pourvoi en cassation à l'encontre de cette sentence, mais ce pourvoi est rejeté également en mai 2018. C'est tout l'enjeu du procès de Babs, une institutrice flamande de 26 ans que le jury populaire a finalement déclaré coupable d'avoir assassiné sa rivale. On pensait donc que Babs resterait enfermée pendant 30 ans, mais ça va pas se passer comme prévu. Le temps est passé et elle est devenue une détenue modèle. Elle était d'une conduite exemplaire. Dorénavant, elle travaille à la laverie de la prison où elle a été promue chef. Elle s'entend très bien avec les surveillants. Elle est serviable, aide et accueille les arrivantes. Elle entre donc désormais dans les conditions d'une possible libération conditionnelle. Depuis sa cellule, elle continue à clamer son innocence. D'un côté, il y a ceux qui voulaient la condamner à perpétuité. De l'autre, ceux qui estiment qu'elle aurait dû être acquittée en l'absence de preuves matérielles. Des groupes de soutien sont créés avec de grandes marches pour la soutenir. Son image a fait de nouveau la une des principaux quotidiens flamands. Après 9 ans de détention, elle demande à bénéficier d'une libération anticipée. La demande de Babs, qui a toujours nié les faits, est examinée par le tribunal d'application des peines. Babs était détenue depuis 2011 dans la prison de la ville. Elle a purgé un tiers de sa peine. Elle a déjà bénéficié de sorties, notamment pour se rendre chez un psychologue depuis 2018. Elle a même pu bénéficier d'un premier congé pénitentiaire. La question se pose dès lors de savoir si la femme originaire de Temat est prête à admettre le meurtre de Van Doren devant le tribunal pénal. Ainsi, si elle avoue le meurtre, elle pourrait augmenter ses chances d'obtenir la liberté conditionnelle. Condamnée en 2010 à 30 ans de prison et n'ayant toujours pas avoué le crime, avec le jeu de la remise de peine et de la bonne conduite, comme c'est souvent le cas dans de nombreuses affaires, Babs a pu quitter la prison en juin 2022, munie d'un bracelet électronique. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle est libre. Ainsi se termine l'affaire Els Van Doren. Une histoire comme on en a rarement entendu sur la chaîne. De la jalousie, triangle amoureux, enfin vous avez compris, un bordel monstre. J'aimerais bien avoir vos avis concernant cette affaire. Dans cette histoire, c'est là qu'on voit à quel point le vice humain peut aller très loin. Quand ça touche des histoires de couple, certains n'ont plus de limite. Et par amour, ils sont tout simplement aveuglés, jusqu'à commettre des horreurs et en venir au crime. Enfin bon, cette affaire est terminée et j'attends vos avis avec impatience dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé, maintenant il est temps pour moi de me téléporter. Et oublie pas le mot qui est caché dans la vidéo que tu dois me ramener sur mon Instagram Mogota-sama. Je t'attends. Prenez bien soin de vous et vos proches et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.